Bonsoir Thierry Lenz. Bonsoir. Vous êtes historien, spécialiste de l'Empire français. Vous êtes le directeur de la Fondation Napoléon et vous êtes enseignant à l'ICES. Aujourd'hui, nous allons parler de l'héritage napoléonien, du Second Empire et bien entendu du film Napoléon et de l'héritage napoléonien. Thierry Lenz, je voudrais commencer traditionnellement par une citation. C'est une citation de Napoléon III. « Je crois en moi et j'espère en Dieu ». Qu'est-ce que ça veut dire du bonapartisme ? Alors, je ne pense pas que le bonapartisme puisse être défini par cette citation, encore qu'elle soit intéressante et ferait sans doute l'objet d'un très bon examen. Vous me faites penser à ce moment-là. Je crois que le bonapartisme, d'abord, c'est un courant politique difficile à définir parce qu'il est lié aux personnalités qui l'ont animé, et principalement Napoléon Ier. Quoique on pourrait discuter de son propre bonapartisme, au sens où on l'a entendu plus tard au XIXe siècle, et Napoléon III, qui est véritablement le porteur de cette idée, sans d'ailleurs que lui-même ait jamais théorisé sa façon d'avancer. Tous ces gens-là sont très, très, très pragmatiques. Et puis ensuite, je dirais qu'il y a une période bonapartiste qui va, on va dire, jusqu'au milieu du XXe siècle, où la famille impériale, donc les descendants de Jérôme Bonaparte, ont continué évidemment à porter l'idée, à être prétendants, comme on disait à l'époque. Et puis le bonapartisme n'existe plus depuis 1940, puisque le prince Louis-Napoléon, à cette époque-là, a renoncé à toute ambition dynastique, à toute ambition politique. Il a même dissous les associations bonapartistes après la défaite de 1940. Donc voilà, c'est aujourd'hui un courant qui a un peu servi à René Raymond pour définir une partie des droites, mais aujourd'hui, vous savez qu'on remet un peu en cause la tripartition de la droite par René Raymond, puisqu'il y a aussi une droite républicaine qui, elle, ne prend pas ses racines on va dire, dans les formes dynastiques qu'avait eu la France au XIXe siècle. Donc voilà, c'est un courant qui est, je pense, alors même s'il subsiste encore aujourd'hui des associations, des micro-partis qui se réclament du bonapartisme, mais je crois que l'idée est morte. Il n'y a pas de bonapartisme sans Bonaparte, de même qu'il est très difficile d'avoir un gaullisme sans De Gaulle. Donc on est on va dire, dans une famille de la droite qui se rapproche aujourd'hui, mais qui ne l'était pas forcément en 1848 de la droite autoritaire. Le gaullisme, c'est le nouveau bonapartisme ? Alors, je crois qu'on peut... Il y a en tout cas une idée qui serait vraiment à développer là-dessus. On a toujours, si vous voulez, quand on regarde les grands hommes de notre histoire, on parle toujours de Napoléon Ier, puis de Charles de Gaulle ensuite. Il manque peut-être quelque chose entre les deux, c'est-à-dire celui qui va faire la jonction entre le XVIIIe siècle, qui est le siècle de Napoléon Ier. Napoléon Ier est un homme du XVIIIe, même s'il a régné au XIXe. Napoléon III, lui, il est beaucoup plus un homme tourné vers l'avenir que l'a été Napoléon Ier. C'est vrai aussi que Napoléon Ier n'a pas eu les mêmes problèmes à régler au niveau gouvernemental, mais Napoléon III est vraiment, lui, l'homme qui permet à la France d'entrer, on va dire, dans le XXe siècle. C'est une expression qui ne veut évidemment rien dire, mais qui l'image nous montre quelque chose. Donc c'est probablement le fameux chaînon qui n'était pas manquant, qui était le chaînon qu'on n'avait pas vu et étudié comme tel, c'est Napoléon III, entre Napoléon Ier et De Gaulle, oui. Alors, parlons justement donc de ces deux empereurs. Vous êtes connu pour votre passion pour, effectivement, Napoléon, pour l'Empire en général. Est-ce qu'on pourrait dire aussi que vous êtes un écrivain pro-Napoléon ? Ah non, pas du tout. Enfin, j'espère que non. J'espère que... Bien sûr, j'ai écrit il y a 3 ans un livre qui a eu un certain succès qui s'appelle « Pour Napoléon », mais c'était un peu une réaction à cette ambiance un petit peu délétère, un petit peu contestataire ne serait-ce même que de l'existence de Napoléon dans l'histoire de France. Non, j'essaie de me comporter le plus souvent possible en historien, c'est-à-dire à évaluer, à analyser, et à pas forcément toujours suivre, on va dire, le parcours, les décisions, les envies, les idées de Napoléon Ier. Je crois que c'est un personnage que, si on avait été appelé à le fréquenter, on l'aurait probablement pas aimé d'amour. Il est beaucoup plus aimé depuis sa mort qu'il
qu'il l'a été de son vivant. Mais bon, c'est-à-dire s'intéresser à Napoléon Ier, c'est s'intéresser à son moment, à son époque, et son époque, elle est cruciale dans l'histoire de France. Elle est à la fois cruciale dans l'histoire de France parce qu'elle permet, enfin, les choses habituelles, la structuration de l'État, la création des grandes institutions, etc., mais aussi parce que elle ressemble beaucoup à notre époque, c'est-à-dire à une époque de confrontation entre deux idées de la société, voire du monde. Napoléon Ier arrive là-dedans, fin de l'Ancien Régime, début d'une époque un petit peu plus contemporaine. Et il y a des choix à faire et il fait des choix de synthèse. Quand on regarde l'époque d'aujourd'hui, on est aussi un petit peu comme ça dans une époque troublée. Qu'est-ce qui est... Alors, c'était mieux avant ou ça sera mieux demain. On n'arrive pas à choisir entre les deux. Et très probablement, la réponse est entre les deux, comme d'habitude. Elle n'est pas en même temps. Elle est entre les deux. C'est-à-dire que il faut savoir faire une synthèse. Puis surtout, une fois qu'on a fait la synthèse, il faut savoir la faire appliquer, parfois l'imposer, parce que c'est comme ça que fonctionnent les peuples. Hein. Il n'y a pas de génération spontanée des solutions politiques. Il faut toujours un homme d'État pour les imposer. Alors partons très directement sur un point de vue historique, maintenant au niveau de Napoléon Ier. Il y a quelque chose qu'on remarque, c'est que vous dites que c'est un homme du XVIIIe siècle, et pourtant, quand on lit Balzac, quand on va s'intéresser à la littérature française, même d'ailleurs de... tous les pays européens, même à la musique, à la philosophie. Je pense aussi, même que ce soit en politique, dans le domaine militaire, on a l'impression que ce 19e siècle a aussi été façonné par l'empreinte de Napoléon. Comment vous expliquez que, alors qu'effectivement son règne est assez court, sa domination sur l'Europe est même assez courte, elle aussi, comment est-ce qu'il a pu laisser une telle marque sur tout un continent pendant tout un siècle ? Écoutez, la réponse était quasiment dans votre question, c'est-à-dire que un certain nombre d'écrivains, d'artistes, mais aussi de publicistes, comme on disait à l'époque, l'ont entraîné avec eux tout au long du XIXe siècle. Ils ont entraîné l'idée politique que Napoléon était un libéral, que lui-même d'ailleurs a développé à Sainte-Hélène, c'est-à-dire qu'ils ont été un petit peu piégés par les souvenirs. Je crois que l'œuvre en valeur absolue de Napoléon, c'est une œuvre de domestication de la Révolution, si je pourrais dire. C'est que... arrivé au pouvoir, Napoléon sent bien que il y a un besoin de stabilisation, il y a un besoin d'ordre dans le pays. Alors l'ordre n'étant pas le contraire du désordre en la matière, mais c'est vraiment la création d'une société avec des règles, avec une organisation, etc. Et ça, c'est son grand succès. Alors évidemment, on va laisser de côté la politique étrangère pour le moment, mais sur la politique intérieure, c'est ça l'œuvre de Napoléon. Ce qui a fait dire au président de la République lors de la cérémonie du 5 mai 21, Napoléon est une part de nous. C'est ça, Napoléon, pour l'histoire de France et même pour le présent de la France. Je dis toujours, c'est un personnage vivant de l'histoire de France. D'abord, il est vivant parce que nous lui faisons supporter tous nos travers et tout notre besoin de toujours discuter de tout, de nous autoflageller, etc., ou même de crier « Vive l'empereur », comme on le voit parfois dans certaines manifestations. Mais voilà, c'est ça son grand apport, c'est une stabilisation qui dure 200 ans. Une stabilisation qui dure 200 ans, c'est pas très fréquent, avec la création d'un État qui, au fond, sauve la France sans arrêt, puisque, en dépit des X changements de régime politique au 19e, des invasions, des occupations, des deux guerres mondiales, c'est quand même l'État qui a soutenu la patrie, si je puis dire, ou qui a aidé la nation à survivre. Donc je crois que ça, c'est le grand bénéfice, c'est ce qu'on doit à Napoléon. Après, on lui doit aussi une certaine idée de la France, aurait dit quelqu'un, qui, elle, est en revanche beaucoup plus portée par les messagers de la légende, les Balzac, les Stendhal, les autres, même Victor Hugo, etc. C'est l'idée qu'on s'est fait de Napoléon. Dans un siècle où, après la chute de Napoléon,
Tous ces gens avaient l'air de s'ennuyer, d'avoir raté leur vie. Leurs parents souvent étaient généraux d'empire, Dumas, Hugo. On s'ennuyait, donc on pensait au passé et on se disait, mon Dieu, qu'est-ce que cette génération a eu de la chance, alors qu'elle a dû aussi avoir beaucoup de mal, mais bon, c'est comme ça. Et donc on a créé ce Napoléon-là, qui était le Napoléon qui fait que le 19e siècle est le siècle de Napoléon, mais est-ce le vrai Napoléon qui remplit ce siècle ? C'est justement... c'est toujours ce qui est un peu difficile, à la fois en histoire napoléonienne ou même dans une activité qui touche au Premier Empire, c'est que on est parfois entraîné vers ce Napoléon du 19e siècle, et là on quitte un peu l'histoire stricte du consulat et de l'Empire pour arriver dans une autre histoire, qui est une histoire un peu plus sociale et politique du 19e. Mais le Napoléon, le vrai, c'est-à-dire celui dont on doit dresser le bilan, c'est véritablement celui de ces 15 années de règne, et vous l'avez évoqué, comment en 15 ans réussir autant de choses, quoi. C'est assez exceptionnel, même à la Libération, même en 1958, où pourtant combien de textes ont été modifiés par le gouvernement de Gaulle de la 4e République en plus. Bon, on ne trouve pas l'équivalent, parce que c'est véritablement une construction cohérente, une construction durable, et elle est probablement durable parce qu'elle s'appuie sur, je veux dire, les profondeurs de notre nation, quoi. On parlait effectivement des idées des Lumières que Napoléon a finalement fini par propager dans toute l'Europe. Il y a une image d'un autre côté d'un Napoléon qui est un personnage très froid, purement réaliste. Est-ce que, il a même dit d'ailleurs, il me semble, voilà, le cœur d'un homme d'État doit être dans sa tête, si je ne m'abuse. Est-ce que effectivement Napoléon c'est à classer dans une catégorie des gens qui sont réalistes, qui sont sans idéologie et qui ne recherchent que la puissance? Alors, très probablement, il n'est pas un idéologue. D'ailleurs, il les déteste. Pour lui, les idéologues sont des vermines, dit-il à un moment donné. Donc, c'est vraiment un pragmatique. Mais c'est un pragmatique qui n'est pas sans fond. C'est-à-dire qu'il a une formation, il a eu une première vie, on va dire, jusqu'à l'âge de ses 20 ans, qui est la vie d'un enfant des Lumières, d'une petite famille noble, voilà, avec une bibliothèque, avec des leçons, avec beaucoup de lectures, beaucoup de pensées. On possède pas mal d'écrits de jeunesse de lui, où on voit qu'il se cherche, et je pense que la véritable adhésion politique, même s'il a traîné dans le jacobinisme à un moment où il en avait besoin pour faire sa carrière, ces idées, ce sont les idées de 1789. C'est-à-dire la déclaration des droits de l'homme, l'égalité civile, éventuellement la liberté, encore qu'il n'en soit pas très fan, la défense de la propriété, etc. C'est-à-dire la société dans laquelle nous avons cru vivre jusqu'à très récemment. Donc voilà, il a un fond à la fois culturel et politique, mais il ne tente pas de plier les réalités à son idéologie. Et c'est probablement cela qui fait l'homme d'État. C'est-à-dire, il sait où il veut aller, il sait que parfois le chemin sera difficile, il méritera qu'on passe parfois un peu en force, qu'on oblige un peu les gens à faire, mais je ne crois pas qu'il ait été seulement mu par son ambition personnelle, etc. Je pense que comme le régime a été autoritaire, que le régime a été effectivement un peu liberticide, et même beaucoup, la France, si je puis dire, a eu de la chance d'avoir cet homme-là comme dictateur ou comme dirigeant autoritaire, parce qu'avec un autre, ça aurait pu encore plus mal tourner. Alors, il est vrai que une fois qu'on a parlé de sa politique intérieure, il faut évidemment évaluer sa politique extérieure, qui, elle,
se termine par un échec, par une catastrophe, probablement une des plus grandes catastrophes de notre histoire, parce qu'elle a un retentissement sur le siècle suivant qui fait que la France n'est plus la première puissance mondiale, et ne le sera plus jamais, même en 1918. Elle ne peut plus dicter ses volontés au reste de l'Europe, et encore moins au monde. Mais là aussi, il est l'héritier d'une politique de prépondérance française en Europe qu'il n'a pas créé. Il est l'héritier de François Ier, de Louis XIV, etc. Il est simplement celui qui a la chance de le réaliser à un moment donné. C'est le seul qui a eu vraiment l'opportunité, comme on dit aujourd'hui, de le réaliser. Ça ne fonctionne pas parce qu'il commet des erreurs, évidemment. Sans doute après 1807, c'est-à-dire après la paix de Tilsit, où Napoléon a tout gagné, où là, on pourrait presque dire, ça y est, c'est bon, l'affaire est faite, il fait que des mauvais choix après. Donc forcément, c'est parce que très probablement, il est moins bien entouré à partir de ce moment-là. Et puis surtout, il pense que rien ne peut lui résister, c'est-à-dire c'est le défaut classique de ce type d'homme, quoi. Voilà, l'hubris qui prend le dessus sur le reste. Alors vous dites, c'est très intéressant, vous me faites une très belle transition parce que vous dites qu'effectivement il est moins bien entouré. L'entourage de Napoléon, c'est aussi sujet de très nombreux commentaires, de très nombreuses discussions. Il y a les plus fans de Napoléon, ont chacun leur maréchal d'empire préféré. Voilà. Il y a quand même quelque chose qu'on peut remarquer, c'est que à travers de nombreux personnages qui vont conseiller, entourer Napoléon, c'est l'idée de méritocratie, quand même. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, Napoléon se sait parvenu. C'est-à-dire que, à aucun moment, effectivement, ce petit noble de province corse n'était destiné à gouverner un empire. Et il a des personnes comme ça qui sont autour de lui. Est-ce que, quelque part, c'est l'inventeur de la méritocratie en France? Quelle est sa vision par rapport à ça? Et j'ajouterais, pourquoi a-t-il voulu commencer une dynastie si il s'est fait le champion de la méritocratie? Alors, dans votre question, il y a énormément de questions. Je pense d'abord que, pour dire les choses simplement, oui, il est probablement l'inventeur de la méritocratie, mais il n'est probablement pas celui qui l'a le mieux pratiqué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mobilité sociale si importante. Il y a eu une étude par un sociologue, grosse étude il y a quelques années, qui montre qu'en fait, on ne change pas vraiment de classe sociale sous le Consulat et l'Empire. C'est bien plus tard, c'est la Troisième République qui va créer un brassage, on va dire, un peu plus fort. Il ne faut pas non plus l'exagérer dans tous les cas. Mais enfin, ça s'est passé. Napoléon, oui, effectivement, ne juge les gens que par le mérite, mais il juge par le mérite des gens qui l'entourent. Or, le personnel n'a pas tellement changé entre le début de la Révolution. On va dire, bien sûr, il y a eu l'élagage par la guillotine, l'émigration, etc. Mais enfin, grosso modo, on est toujours autour on va dire, de la grande bourgeoisie et de l'aristocratie de l'Ancien Régime. Ceci étant dit, il met effectivement en place un système, on va dire, beaucoup plus méritocratique que ne l'était celui de l'Ancien Régime, et même clairement méritocratique. Et ça n'est que vers 1810 qu'on commence à en sentir les effets, parce que de 1800 à 1810, il a l'entourage qui l'a accompagné au pouvoir, et qui n'est pas n'importe qui, Cambacérès, Talleyrand, Roederer, etc. Enfin, on pourrait citer comme ça une quinzaine de ministres ou de très hauts fonctionnaires qui sont vraiment les créateurs des choses que Napoléon a décidées, quoi. Et à partir de 1810, il y a une nouvelle génération qui arrive, parce que Napoléon est jeune quand il arrive au pouvoir, 30 ans, mais son entourage civil est beaucoup plus âgé. Donc forcément, ils vont durer moins longtemps que lui. Et en 1810, il y a toute une vague qui arrive. Là, on s'aperçoit que c'est quand même plutôt les enfants de l'aristocratie de l'Ancien Régime qui se rallient au régime à cause du mariage de Marie-Louise, et qui vont se mettre à occuper les postes avec... Ils ont eu une formation, ils ont été auditeurs au Conseil d'État, ils ont été maîtres des requêtes. Donc voilà, il y a cette mise en place, on va dire, de la montée aux élites, rendu possible, on va dire, peut-être pas au plus grand nombre, mais pas forcément à ceux qui étaient les fils d'eux. Voilà. Bon.
Deuxième chose, c'est Napoléon a en permanence une recherche de légitimité. Il sait qu'il n'est pas... il est peut-être légitime en France au moment du coup d'État, au moment des premiers plébiscites, etc. Mais son besoin de légitimité va au-delà. Il veut être reconnu par l'Europe. Bon, imaginez que ça n'est quand même pas rien de finir monarque d'un pays comme la France, et puis de voir que les autres monarques vous regardent un petit peu de façon goguenarde. Bon, ça fait pas toujours plaisir. Donc Napoléon a cette, cette obsession de la légitimité. Et probablement un des moments du tournant psychologique de Napoléon, c'est le mariage avec Marie-Louise. Parce que, d'abord, il a des effets qu'on méconnaît souvent, c'est qu'il y a des ralliements massifs de l'aristocratie à Napoléon après le mariage avec Marie-Louise. Les gens disent, bon, après tout, il a épousé la fille des Césars, il est devenu légitime, il a l'air d'être là pour longtemps, donc on va y aller. Bon. Et puis lui aussi, il se considère à ce moment-là comme véritablement... Là, cette fois-ci, il n'a plus tellement de doutes sur sa légitimité, alors que c'est probablement à partir de ce moment-là qu'elle se fragilise. Mais bon, peu importe. Et par exemple, l'anecdote exacte où il appelle Louis XVI mon pauvre oncle, quoi, hein, si vous voulez. Donc on voit qu'il a, ça a eu un effet sur son hubris très 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 particulier. Alors, quand vous mettez les deux ensemble, vous avez effectivement une possibilité, la méritocratie. Allez, on va dire tout le monde peut accéder aux emplois publics, ça c'est vrai. Mais aux très hauts emplois publics, c'est pas totalement vrai. On dit tout le monde a son bâton de maréchal dans sa giberne, ça c'est complètement faux, parce que aucun simple soldat n'avait dans sa giberne quelques bâtons de maréchal que ce soit. Et puis, il y a de l'autre côté ce blocage, c'est que tout à coup, le voici à la tête d'une monarchie qui ressemble presque à la monarchie d'Ancien Régime. Alors, on crée les titres d'empire, mais quand même, les nobles d'Ancien Régime, on les refait, comme on dit à cette époque-là. Alors, on donne un titre un petit peu en dessous de ce qu'ils avaient avant, mais enfin, peu importe. Et tout ça crée une espèce de difficulté d'interprétation sur la question que vous posiez de la méritocratie, etc. Moi, je crois sincèrement que la petite bourgeoisie n'arrive vraiment aux affaires que sous la Troisième République. Hein. Sinon, les bases posées à la fin de l'Ancien Régime et pendant la Révolution vont rester assez stables. Maintenant, j'aimerais qu'on parle effectivement de l'héritier. Une question, moi, sur le roi de Rome, l'Aiglon. Est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu à nos auditeurs qui est ce personnage, parce qu'effectivement, Napoléon II a existé, il a été proclamé même, mais il n'a jamais régné. Alors, si vous pouviez expliquer un petit peu à nos auditeurs qui est ce personnage méconnu de l'histoire. Oui, alors, ce petit Napoléon II, qu'on appelle souvent le roi de Rome, parce que c'est le titre que son père lui donne au moment de sa naissance, il est donc le fils de Napoléon Ier et de Marie-Louise de Habsbourg-Lorraine, sa deuxième épouse. Il naît en mars 1811, donc il a 3 ans et demi au moment où il verra son père pour la dernière fois, en 1814. Et il sera effectivement, non pas proclamé, c'est un peu fort, mais les chambres ne s'opposeront pas à son avènement en 1815. Donc il va être pendant un après-midi et une matinée, il va être Napoléon II, effectivement, mais un Napoléon II qui est à Vienne avec sa mère et qui ne reverra plus jamais la France. Voilà. Donc je pense d'ailleurs qu'à cette époque-là, il n'a jamais su qu'il avait été empereur. Bon. D'ailleurs, je me demande s'il l'a même jamais su. Bon. Donc il vit à Vienne. Il est élevé comme un prince autrichien. On lui donne le titre de duc de Reichstadt. C'est comme ça qu'il sera connu à partir de 1819. Et il s'éveille à l'existence de son père, on va dire, à la fin de sa vie, car il va mourir très jeune. Il meurt en 1832 d'une tuberculose. Et c'est vraiment dans les dernières années de sa vie qu'il va commencer à la fois à pouvoir s'intéresser à la vie de son père, à apprendre, à rencontrer d'anciens compagnons d'armes de son père. Et
Voilà, mais sans pour autant qu'il soit devenu un prince éminemment français. Il y a une biographie par Laetitia De Witt il y a quelques années, une biographie assez renouvelée, qui montre quand même qu'il n'en était pas encore à avoir l'ambition de rentrer en France et de récupérer son trône, si l'on veut. Voilà, peut-être que ça serait arrivé, mais bon, il meurt très jeune. Alors, il est donc inhumé à la crypte des Capucins avec les Habsbourg, c'est un Habsbourg, et c'est en 1940, Adolf Hitler voudra faire cadeau à la France des cendres du roi de Rome, et on disait à l'époque, les Allemands nous volent le charbon et nous rendent des cendres, c'était les cendres de l'Aiglon, qui rentre à Paris le 15 décembre 1940, donc 100 ans jour pour jour après le retour des cendres de son père, aux Invalides, dans une cérémonie nocturne, comme les Allemands en sont friands. Une cérémonie totalement ratée, parce que au départ, les Allemands voulaient que le maréchal Pétain soit là. Et dans ce cas, Hitler serait venu aussi. Il pensait que ce serait une façon de confirmer la collaboration. On s'était entendu à Montoire sur le sujet. Et puis surtout, il y avait, pour Pierre Laval, qui était vice-président du Conseil à ce moment-là, l'idée que Pétain resterait à Paris. Et puis que la zone sud serait gouvernée par le vice-président du Conseil, Pierre Laval. Alors le maréchal Pétain, dans un accès de lucidité, a été prévenu de ces intentions-là, et il décide de ne pas aller à Paris, et il fait mieux, il fait arrêter Pierre Laval le 13 décembre 1940, et tout le monde est furieux. Donc le retour des cendres, qui est déjà une cérémonie un petit peu scabreuse, vue du côté français, devient une cérémonie totalement ratée, parce que l'ambassadeur Abetz fait la tête, le général de la Laurency, qui représente Pétain, se présente en civil et fait la tête. Les Français qui sont présents aux Invalides font la tête. Bref, c'est complètement raté. Et le pauvre roi de Rome, ou le pauvre Napoléon II, qui est maintenant inhumé juste à côté de son père, dans une petite pièce qu'on appelait autrefois la chambre de l'épée aux Invalides, il n'a même pas droit à son vrai nom sur sa tombe, puisqu'il est écrit Napoléon II, roi de Rome. Or, il ne peut pas être les deux. Il est roi de Rome, prince impérial, ou Napoléon II. Mais il ne peut pas être les deux. Alors même dans sa mort, on entretient la confusion encore. On a évité duc de Reichstadt sur la tombe, mais vous voyez, c'est Edmond Rostand qui a écrit cette pièce extraordinaire, L'Aiglon, en exergue de la pièce, dit que ce n'est que l'histoire d'un pauvre enfant. Et vraiment, c'est un peu ça, oui. Alors, maintenant, j'aimerais qu'on passe au troisième et dernier, Napoléon. En 1848, cet ancien prisonnier va parvenir au pouvoir en tant que président de la République. Alors, il y a un livre assez intéressant de Karl Marx sur le sujet, le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, qui explique cette accession au pouvoir sous le prisme de Karl Marx. Mais justement, Napoléon III a aussi écrit de l'extinction du paupérisme, donc un livre économique qui vise à justement éradiquer la pauvreté en France, plus ou moins. Comment expliquer cette fibre sociale profonde de Napoléon III, alors que effectivement, il vient pas forcément d'une famille non plus... Oui. Alors, Napoléon III, enfin, appelons-le Napoléon III, même s'il s'appelle Louis-Napoléon Bonaparte jusqu'en 1852, il a un peu les problèmes qu'a connus son oncle, mais d'une autre nature. C'est-à-dire que sa légitimité, elle ne tient qu'au fait qu'il est le neveu de Napoléon Ier. Il n'a pas d'autre légitimité. En plus, il met du temps à la gagner, parce qu'il n'est pas tout de suite l'héritier du trône. Il y a d'abord le fameux roi de Rome, il y a ensuite son frère aîné, il y a Jérôme Bonaparte qui peut revendiquer, etc. Donc il y a toute une lutte interne à la famille impériale. Alors il est beaucoup aidé par les décès, puisque le roi de Rome meurt en 32, son frère meurt quelques mois plus tard. Il monte petit à petit jusqu'à devenir le prétendant, on va dire, dans les années 1844-45, puisque c'est la mort, 44, c'est la mort de son père. Bon. Alors, une fois que il est le prétendant, il a une intelligence politique, je pense, unique
à son époque. C'est-à-dire qu'il a compris, dès ces années-là, que le suffrage universel, qui n'existait pas sous la monarchie de Juillet, donc jusqu'en 1848, le suffrage universel, c'est l'avenir au niveau politique. Et il va tout miser sur le suffrage universel. C'est-à-dire qu'il va laisser créer des comités bonapartistes partout. Le premier parti politique moderne, c'est le parti bonapartiste qui amène Louis-Napoléon au pouvoir. Il y a des comités bonapartistes dans toutes les villes. Il y en a dans les villages. Il y en a même parfois plusieurs, parce que comme il n'y a pas de doctrine, on peut être bonapartiste de droite et bonapartiste de gauche, c'est en même temps, comme on dirait aujourd'hui. Et donc, il crée ce réseau, et surtout, il va se faire connaître, et notamment par ce petit livre qu'il écrit quand il est en prison. Il a tenté de prendre le pouvoir et Louis-Philippe l'a fait... il a été condamné à la prison à perpétuité, donc il est détenu au fort de Ham, alors dans des conditions assez confortables, je rassure tout de suite vos auditeurs. Et là, il écrit ce petit livre qui s'appelle « De l'extinction du paupérisme », qui est en fait, les économistes qui le regardent aujourd'hui disent que c'est gentillet, quoi, hein, ça n'a pas de valeur économique, mais il y a ce titre extraordinaire, « De l'extinction du paupérisme ». Donc, dans l'esprit du public, et pas seulement du public cultivé, mais de l'ensemble du public, voilà un type qui veut éteindre le paupérisme. Alors, on ne peut pas être contre. Et lorsqu'il se présente aux élections, d'abord à des élections législatives, sans être sur le territoire national, il est élu dans plein de départements. On pouvait être élu à l'époque dans plusieurs départements. Et puis, il se présente à la présidence de la République. Et là, alors que son principal adversaire, Cavaignac, ne bouge pas de Paris, il envoie des circulaires, etc. Mais lui, il a un parti sur le terrain. Et un parti qui distribue des tracts, qui distribue des petites images, qui dit à quel point cet homme-là va aider les ouvriers. Rappelons qu'au moment de l'élection présidentielle de 1848, la République, la Deuxième République, avait massacré les ouvriers parisiens, entre 5 et 7 000 morts, dans les émeutes de juin 1848. Donc les ouvriers cherchent une main, quelqu'un, et ils ont, tiens, lui, il veut éteindre le paupérisme, lui, il est pour les ouvriers. Et partant de là, c'est un raz-de-marée, il fait 75% au premier tour, alors dans une élection où quasiment on a 80% de participation. Alors, bien sûr, aujourd'hui, on vous dira, le peuple n'était pas informé, le peuple pensait voter pour Napoléon Ier, pensait, ils étaient bêtes à ce point, etc. Donc, voilà, il est élu président de la République. Et ça, c'est, on va dire, pour lui, ça va être ça maintenant, sa légitimité. Si bien que lorsque, après le coup d'État du 2 décembre 1851, il va devenir empereur, sa vraie légitimité, ça ne sera pas d'être un Bonaparte, dans son esprit. Ça sera d'avoir été élu par le peuple. Et ça, il se libère un petit peu de la gangue de son oncle. Il va mettre quelques années après à totalement abandonner le souvenir du Premier Empire. Au début, bien sûr, on s'y réfère souvent, etc. Mais il y a quelque chose d'assez symptomatique, je viens de l'étudier, là, le tombeau de Napoléon aux Invalides est terminé en 1853. Or, on ne met le cercueil de Napoléon dans son tombeau qu'en 1861, donc 8 ans plus tard. Pourquoi ? Parce que Napoléon III n'en a pas envie. Napoléon III veut que Napoléon Ier aille à Saint-Denis, qu'il fasse partie de la chaîne dynastique française, dont lui sera un maillon supplémentaire. Mais si on met Napoléon aux Invalides dans ce tombeau absolument fabuleux, il va encore être là, en plein milieu de la ville, et puis lui gâcher la vie, quoi. Et alors, dans des circonstances un petit peu compliquées, là, donc on va laisser de côté. Finalement, il se laisse convaincre de mettre son oncle aux Invalides, mais petite cérémonie, il y a presque personne, on fait pas de bruit. Dans le Moniteur, il y a 2 paragraphes, enfin, c'est vraiment vite fait, parce qu'il veut plus qu'on lui parle de ça. Sa légitimité à lui, c'est le suffrage universel. Et d'ailleurs, contrairement à ce qu'on entend souvent, il y a eu des élections libres sous le Second Empire. Alors on dit, il y avait la candidature officielle. Mais quand aux dernières législatives, les candidats, je ne sais plus comment ils s'appellent maintenant, En Marche ou autre chose, Renaissance, disaient je suis le candidat d'Emmanuel Macron, c'est pas une candidature officielle, ça ? Donc c'était, et qu'on ne vienne pas me dire que l'administration n'aide pas les candidats du pouvoir aujourd'hui. Donc voilà, on est dans une situation, il y a 150 ans ou 170 ans, dans laquelle le suffrage universel va s'exprimer. Et d'ailleurs, Napoléon III aura aussi une autre intelligence, c'est de savoir que si on ne cède pas sur un certain nombre de choses maintenant, on viendra les chercher.
comme on a eu la révolution de 1830, comme on a eu la révolution de 1848, personne n'a terminé son règne sur le trône, sauf Louis XVIII, en 1824. Et donc lui, il a ça en tête sans arrêt, et il se dit, bon, les Républicains commencent à gagner des élections, 5 députés d'abord, 10, 15, puis 20. Il se dit, si je lâche pas du lest maintenant, ils viendront le chercher. Donc, c'est là qu'il décide de libéraliser le régime. Et puis, avec la Constitution de 1869, qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à la Constitution de 1958, avec quelques aménagements, voilà, c'est cette modernité-là. Alors, comme je le dis parfois, c'est une modernité inachevée, parce qu'évidemment, le régime va s'effondrer. Et là, il faut le dire tout de suite, parce que Napoléon III a un regain de popularité en ce moment, notamment dans les livres d'histoire, dans les études qui sont menées sur lui. Il y a même eu une grande émission de télévision qui lui a été consacrée, Secret d'Histoire, récemment. On peut quand même pas lui faire cadeau de 2 éléments qui noircissent un peu son règne. C'est le coup d'État, il y a quand même plus de 1500 morts au moment du coup d'État. Je vous rappelle que le 18 Brumaire, il n'y a pas eu de mort. Il y a eu juste des députés qui ont dû sortir par les portes-fenêtres puis revenir après pour voter. Là, il y a 1500 morts, dont la fameuse fusillade des boulevards à Paris qui en fait plusieurs centaines à elle seule. Et puis, il y a la défaite de 70, où évidemment, on peut pas dire grand règne. C'est un règne qui commence mal, qui finit très mal. Puis entre les deux, il y a 20 ans d'un développement inouï de la France. C'est vraiment le début de la révolution industrielle, avec un empereur qui s'intéresse énormément à l'économie, qui connaît l'économie. Il a fait des tas d'études. Il a écrit un de ses premiers livres, c'est sur le percement du canal de Panama. Donc il avait fait les calculs, etc. Il y a des plans, là on voit l'inclinaison, enfin bref. Donc il s'intéresse énormément à l'économie. Il prend des mesures économiques, libre-échange. Tout le monde est contre le libre-échange en France, à cette époque d'ailleurs pratiquement comme aujourd'hui. Lui, il négocie en secret avec l'Angleterre un traité de libre-échange, et il arrive à l'imposer. Une petite libération sociale, on va dire, avec la fin de la loi Le Chapelier de la Révolution, on peut créer des syndicats, il paye le voyage aux ouvriers pour aller à la Première Internationale. Enfin bon, voilà, il a, on va dire, il a une petite fibre sociale, même s'il laisse faire le marché, quand même. Il ne faut pas exagérer, il n'a pas créé ni la sécurité sociale, ni les congés payés, ni rien. Il a donné les cadres un peu plus libres. Et puis, les grandes créations, le Crédit Lyonnais, le CIC, la Compagnie Générale des Eaux, la Lyonnaise des Eaux, les chemins de fer, 5000 km de chemins de fer au début de son règne, 25 000 à la fin. Enfin, il y a un aménagement du territoire, comme on dit. Toutes les gares de France, aujourd'hui, et il y en a plusieurs qui l'ont fait, devraient avoir des plaques en disant que c'est l'empereur Napoléon III qui a créé cette gare. Souvent est venu l'inaugurer parce qu'il a voyagé énormément dans l'Empire. Donc voilà, c'est le personnage contrasté par excellence de notre histoire. On en a quand même beaucoup. On ne peut pas dénier ou on ne peut pas oublier la catastrophe du début et la catastrophe de la fin, mais on ne peut pas non plus nier qu'entre les deux, il s'est passé tout ce qui fait que la Troisième République a réussi après. Parce qu'au fond, ils se sont appuyés sur les réalisations du Second Empire. Alors, la raison pour laquelle il y a eu une légende noire autour d'un Napoléon III qui aurait été extrêmement dictatorial, qui aurait été un amateur de l'emprisonnement de ses opposants, etc., a été en grande partie causé par un personnage qui se fera son grand rival, qui est Victor Hugo, pourtant qui était un de ses grands soutiens au tout début de son ascension. Alors, comment est née cette rivalité et comment est-ce que, quelque part, elle a duré au travers de tout le Second Empire? On sait aussi que Victor Hugo aurait voulu peut-être avoir un poste chez Napoléon III, c'est et que Victor Hugo aussi était un grand admirateur de Napoléon Ier. C'est une histoire très complexe. Est-ce que vous pourriez un petit peu... Oui. Alors, déjà Victor Hugo, qui est aujourd'hui, on va dire, je ne sais pas, le monument littéraire de la République, c'est vraiment le grand homme par excellence, il n'a pas toujours été républicain. Il a été légitimiste
pendant la Restauration, il a été partisan de la monarchie de Juillet pendant la monarchie de Juillet, et puis ensuite il a été républicain en 1848, puisqu'il fallait bien vivre, et puis ensuite il a été bonapartiste. Il y a des textes de Victor Hugo qui encouragent à voter Louis-Napoléon Bonaparte à la présidentielle. Donc il était, on va dire, il n'était pas fermé à une collaboration avec Napoléon III. Simplement, un peu comme Chateaubriand avec Napoléon Ier, il est très déçu parce qu'on ne lui propose rien. Bon. Et il faut dire aussi que, on ne peut pas nier non plus qu'il ait eu des convictions et une conscience, au moment du coup d'État, il s'élève contre la brutalité du coup d'État. Bon. Alors, il fuit, il est obligé de fuir, peu importe, il va se réfugier dans les îles anglo-normandes, où il passera d'ailleurs assez peu de temps, hein, il voyage beaucoup, en Belgique, enfin, etc. Mais bon, et là, il va être vraiment l'adversaire irréductible de Louis-Napoléon. Et pourtant, Louis-Napoléon, d'abord, ne lui en voulait pas, il savait que c'était un grand écrivain, hein, et il lui a fait des offres à plusieurs reprises, secrètement, etc. Victor Hugo, il faut lui reconnaître ce courage, a toujours refusé. Effectivement, il écrit ce fameux pamphlet qui s'appelle Napoléon le Petit, par opposition à Napoléon le Grand, qui était l'autre Napoléon, hein, qu'il admirait énormément. On va dire que ce Napoléon le Petit va coller à la peau de la légende de Napoléon III. Même si cette légende noire a un certain nombre de fondements, c'est quand même un pamphlet. Mais on le prend toujours au premier degré. C'est quand même marrant que de Bonaparte et des Bourbons de Chateaubriand, tout le monde en rit en disant bon, Chateaubriand ce jour-là n'était pas dans sa meilleure forme, alors que Napoléon le Petit, on trouve ça extraordinaire. En réalité, Napoléon III n'a pas été un dictateur. C'est toujours, vous savez, on utilise ce mot en France à tout bout de champ parce qu'on n'a jamais connu vraiment la dictature. Enfin, mis à part entre 40 et 44, je veux dire, le reste du temps, il y a eu des régimes un peu plus fermes, un peu plus autoritaires, etc. Clémenceau n'était pas non plus... on n'a jamais dit que Clémenceau avait été un dictateur. Or, pourtant, il n'a pas gagné la guerre en allant compter fleurette aux oppositions. Hein, donc, Louis-Napoléon a mis en place un gouvernement autoritaire, parce que là aussi, on sort de la Révolution de 48 avec toutes on va dire, les difficultés sociales que ça a provoquées. Quand même, ce massacre des ouvriers en juin 1848, une situation sécuritaire, dirons-nous, dans l'Empire qui n'est pas sûre, et puis surtout, oui, il veut asseoir ce régime, qui est un régime, on va dire, conservateur, sur le plan social et politique, mais qui est aussi un régime qui conçoit d'abord son action comme l'action d'un développement économique. Alors, il y a de grandes réussites sous le Second Empire, mais il y a aussi de grands échecs. Lisez les Rougon-Macquart. On voit bien, il y a les deux aspects, c'est-à-dire l'aspect de tous ces affairistes qui ont amassé des fortunes immenses, notamment les travaux de Paris avec la spéculation sur les terrains, etc. Et puis vous avez une grande misère sociale, il faut aussi le dire, que Napoléon III, à titre personnel, a essayé de corriger. Il a été très généreux sur sa liste civile, mais c'était pas une politique, ça, c'était de la charité. Alors toujours, il faut toujours dire, n'oublions jamais qu'on était il y a 150 ans. Si on prend notre situation actuelle, il y a des choses dont on dit aujourd'hui qu'elles étaient impossibles il y a 50 ans. Bon, alors imaginez, il y a 150 ou 170 ans. Donc c'est de l'histoire, il faut faire un bilan, je veux dire un bilan un peu honnête de tout ça. Régime moderne, régime autoritaire jusqu'en 1860. Un petit peu après, il y a eu quelques sursauts, après quelques attentats contre l'empereur. Et puis, pour le reste, ils ont fait ce que la société permettait à cette époque, la société élitaire, je veux dire, parce que l'opposition à Napoléon III, elle était certes dans les urnes avec la montée des Républicains, mais qui était quand même pas, c'est pas un raz-de-marée non plus. La vraie opposition de Napoléon, elle est dans son entourage, de Napoléon III, parce qu'il est prisonnier de la droite catholique. Ça se voit bien pendant la guerre d'Italie. On dit toujours qu'il arrête la guerre après Solferino parce qu'il a vu le sang couler à Solferino. La bataille de Solferino n'est pas très meurtrière finalement. Hein. Bon, il a dû voir un peu de sang, mais c'est l'excuse qu'on a donnée après. En fait, il trahit les Italiens parce qu'il ne veut pas aller jusqu'à Rome.
Pourquoi ? Parce que la droite catholique qui l'entoure n'accepterait pas ça. C'est la même chose. Thiers avait dit, lorsqu'il arrive à l'Assemblée législative, on le voit parler, il a un petit accent suisse, enfin bon, hein, et Thiers dit « c'est un crétin qu'on mènera ». Alors, sur le plan politique, il a eu tort. Mais sur le plan économique, il se fait mener par son entourage économique, évidemment. Des affairistes. Lui, il a conscience que l'investissement privé va permettre le développement. Donc, pour investir, il faut de l'argent. Pour avoir de l'argent, il faut un peu spéculer. L'économie, au fond, ça n'est que de la spéculation. Et voilà, et puis il se laisse faire. Et puis, évidemment, quand Gambetta dira « vous n'étiez que des jouisseurs », il n'a pas raison, mais il a, on va dire, un tiers raison, quoi, parce qu'il y a eu effectivement tous ces abus sous le Second Empire. Mais enfin, la Troisième République et les républiques suivantes ne les ont pas totalement arrêtés non plus. Alors effectivement, la Troisième République est une forme de continuation des acquis du Second Empire sur bien des domaines. Entre les deux, il y a quand même un événement voilà, qui est quand même particulièrement marquant, qui est la Commune de Paris. Oui, bien sûr. Oui. La Commune de Paris, c'est une période très courte de notre histoire, mais très marquante aussi, qui a de nombreux héritiers revendiqués et qui est souvent difficile à placer. C'est-à-dire qu'à la fois, on la voit comme une révolte contre la modernité qui va effectivement mettre les ouvriers dans les usines, etc. D'un autre côté, ça va être le début d'une forme de marxisme aussi qui va s'exprimer, le blanquisme et toutes ces choses-là. Est-ce que comment expliquer cette réaction très forte donc, du peuple parisien au début de l'année 1871, juste après la proclamation de la Troisième République ? Écoutez, c'est d'abord une réaction nationaliste, entre guillemets, c'est-à-dire que la défaite n'est pas acceptée. Bon, voilà. Paris a été assiégé. Au moment où le siège est levé, après la signature de l'armistice, ou de la paix même, les Parisiens ne veulent pas se laisser désarmer. Ils ont été armés pendant plusieurs mois pour résister à l'envahisseur. On veut leur prendre leurs canons, etc. Donc ça provoque une émotion qui se traduit par une véritable révolte, effectivement, de la population parisienne, et qui est prise en main par les néo-jacobins, donc les socialistes français de l'époque, marxistes, oui, un petit peu. Marx a beaucoup récupéré, vous savez, c'était quand même pas non plus, il n'a pas tout inventé, il a beaucoup récupéré. Et puis, on se met à penser à cette société sans classe, sans machin, sauf que la Commune, elle est extraordinairement hiérarchisée, quoi. Hein. Donc, je veux dire, la société sans classe commencerait-elle toujours par une dictature du prolétariat ? Je n'en sais rien. Hein. Enfin bon. Et puis, c'est quand même... elle se déroule au moment où il y a eu des élections sur l'ensemble du territoire qui n'ont pas donné la victoire aux partisans de la Commune, qui ont même donné une victoire écrasante aux conservateurs. Bon. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire, est-ce que, pour la beauté du geste, on doit laisser la Commune prospérer, ou est-ce que le gouvernement régulier de la République, puisque c'est le titre qu'aura Thiers, chef du pouvoir exécutif de la République, est-ce qu'il ne doit pas reprendre la ville en main ? Alors évidemment, ça va se faire dans le sang. Alors, vous savez, je conteste toujours vous savez, il y a les communards et les Versaillais. Vous savez, alors les Versaillais, c'est forcément, comme on voit les Versaillais aujourd'hui, vous savez, la jupe plissée, le petit pantalon et le pull Lacoste, enfin bon, etc. Non, c'est pas les Versaillais, c'est le gouvernement régulier de la République et c'est l'armée régulière qui reprend Paris. Alors, elle le fait avec une forme de brutalité. Mais enfin, bon, elle est assez partagée, la brutalité. Hein. Les communards essayent d'incendier, enfin incendient d'ailleurs, un certain nombre de bâtiments publics, etc. Mais ça, c'était pour se défendre. Hein. C'est au fur et à mesure de l'avancée de la troupe. Et puis, effectivement, on en fusille quelques centaines pour terminer. Voilà. Bon. Alors, de cet événement dont Marx va nous faire l'alpha, l'oméga, je ne sais pas quoi, à la fois le début et la fin de toute pensée humaine, voilà, on le monte maintenant en épingle, mais ça n'était pas, ça n'a pas été un rêve, la Commune. Hein. Le gouvernement de la Commune a été un gouvernement, d'ailleurs, parfois complètement incohérent, mais en tout cas toujours un peu,
j'allais dire totalitaire, le mot ne va pas du tout, mais un gouvernement ferme. Les exactions sont assez bien partagées entre les deux camps. Alors évidemment, ils sont tombés à gauche, donc forcément, on doit les admirer. Alors ils se sont sans doute bien défendus, etc. Mais quelque chose me dit quand même que c'est le gouvernement régulier de la République, soutenu par les urnes, qui a repris Paris en main à ce moment-là. Alors, la transition va peut-être être un peu brutale, mais maintenant, j'aimerais bien qu'on fasse un bond de 150 ans en avant, qu'on revienne à aujourd'hui, même à très récemment, parce que vous avez d'ailleurs été pas mal invité par de nombreux médias pour parler du film Napoléon. Alors nous, on arrive avec un petit peu de retard, en l'occurrence, sur ce sujet précis. Avec plus de recul. Exactement. Et alors, vous avez dit que le film était mauvais. C'est sur tous les plans, selon si on vous a bien compris. Vous aviez été invité à une projection spécialisée et vous avez dit que 2/3 des gens ne l'avaient pas aimé. Quelque part, est-ce que c'est parce qu'il y avait trop d'attentes sur ce film que la déception est d'autant plus grande? Oui, je crois que c'est... D'abord, je l'ai vu 2 fois, donc, puisque nous sommes en plein Marx là, depuis quelques minutes. La première fois, ça m'a semblé être un drame, et la deuxième, une farce, si vous voulez. Bon, donc, non, alors, je crois qu'en effet, ce film avait été présenté. Il y a eu une campagne de promotion très, très bien faite, extraordinaire, avec des petites images diffusées de temps en temps. On nous disait, ça y est, c'est le grand film sur Napoléon. Puis avec alors, on ne sait plus si c'est 130, si c'est 150 ou si c'est 200 millions de dollars, parce que les chiffres ont changé sans arrêt. Admettons que ce soit 150, qui se voit un peu à l'écran, d'après les spécialistes qui m'entouraient le jour. Bon, ça se voit, il paraît que ça se voit, que ça coûte 150 millions de dollars, ok. Voilà. Mais le résultat est quand même pitoyable, quoi. C'est-à-dire, si on donnait 200 millions à quelqu'un qui connaît quelque chose à Napoléon pour faire un film sur lui, non, pas moi, parce que je suis pas cinéaste, mais franchement, il ferait autre chose que ça, quoi. C'est un film qui est, qui a été vite fait. Le réalisateur se vante d'avoir mis seulement 62 jours à le tourner. 62 jours, c'est un film français avec 3 personnes dans une cuisine en tournage. Donc là, alors, il tourne avec 15, 20, 30 caméras, je ne sais plus. Enfin bref, les chiffres avancent de plus en plus. En plus, le conseiller historique, qui aurait peut-être mieux fait de se taire, est sorti du bois pour dire « mais j'étais là, je suis arrivé 10 jours avant le tournage ». Donc déjà... Un conseiller historique qui arrive 10 jours avant le tournage, il y a quand même pas de quoi pavoiser non plus. Et le parti pris, qui était de dire Napoléon fait des choses parce qu'il aime Joséphine, pourquoi pas? Simplement, fallait-il que ce soit, monté en mayonnaise à ce point-là, que ça soit fait avec une telle vulgarité, grossièreté, avec un Napoléon qui n'a pas de sentiments, qui est là, qui pousse des cris de chien au moment de ses rapports avec Joséphine, ou des aboiements plutôt. On ne le voit pas travailler, il fait pas de politique, il est juste là, quoi. Voilà, un acteur qui ne joue pas. Voilà, donc c'est Napoléon, pas de sentiments, rien qui passe dans le regard. Joséphine, elle-même, l'actrice Vanessa Kirby, on lui fait dire dans le film « Je suis une catin ». Voilà, c'est-à-dire, déjà, ça, tout est faux. C'est-à-dire, l'analyse des 2 personnages est fausse. Puis ensuite, l'analyse de leur rapport, mais c'est à hurler de rire ou d'indignation, on ne sait plus. Tout ça est vulgaire, on a affaire à des petites gens, finalement, alors que Joséphine est une aristocrate de l'Ancien Régime qui a été magnifiquement bien élevée, qui savait très très bien se tenir, et y compris avec son mari, parfois pour le mener par le bout du nez dans les affaires privées, mais jamais dans les affaires politiques. Lui était quand même pas non plus aussi mal dégrossi que Joaquin Phoenix. Et puis, donc, on assiste à ce désastre avec des... Alors, on parle même pas des erreurs historiques, parce que sinon on en aurait pour 1 heure, mais la principale, la plus amusante, si je puis dire, c'est que Napoléon quitte l'île d'Elbe pour retrouver Joséphine. Or, Joséphine était morte depuis 1 an, historiquement, à ce moment-là. Il fallait que Joséphine soit là, quoi. Donc, voilà. Et puis, les scènes de bataille sont franchement ratées, que ceux qui aiment les scènes de bataille napoléoniennes aillent voir le Guerre et paix de Sergueï Bondartchouk ou le Waterloo de Sergueï Bondartchouk.
Ça, c'est des scènes de bataille. Hein, c'est des films russes, évidemment, soviétiques. L'Armée rouge avait mis des divisions à la disposition du réalisateur, mais il n'y avait pas d'effets spéciaux. Là, il y a plein d'effets spéciaux qui ne rendent rien. On a l'impression, les gens... Enfin, je l'ai écrit dans l'article que j'ai fait dans le Figaro Magazine, mais ça ressemble un peu aux batailles, aux bagarres des Vikings dans Valhalla, la série Valhalla, c'est-à-dire presque ils s'insultent au début, puis ils courent les uns vers les autres en se donnant des coups, quoi. Enfin bon, là j'exagère un peu, je caricature, mais enfin quand même, la bataille de Waterloo, des soldats qui sortent des tranchées pour aller se battre. Bon, comme je dis parfois, la bataille la plus réussie, c'est celle où Joséphine et Napoléon se jettent des cuisses de poulet à la figure pendant un repas de cour, évidemment, hein, bien sûr. Napoléon était tellement mal élevé qu'il jetait ses cuisses de poulet sur sa femme. Enfin bon, c'est inouï, quoi. On voit aussi la scène du divorce où Joséphine a du mal à lire son discours et il lui met une gifle devant tout le monde. Enfin bon, c'est voilà, quoi. Enfin, je crois que il n'y a pas grand-chose à dire de plus. C'est un très mauvais film en plus sur le plan du cinéma. On s'ennuie. Moi qui aime bien les films sur Napoléon, je regardais ma montre pendant la dernière demi-heure, quoi. Voilà. Donc c'est un film, je pense qu'on l'oubliera assez vite, parce que tout le monde a compris. Hein. Et au début, ils ont dit, oui, les Français, ils comprennent rien, les Français ceci, les Français cela, les Français ne s'aiment pas, a dit Ridley Scott. C'est vrai qu'en France, il a démarré très fort, puis il s'est effondré après. Mais ça a été la même chose aux États-Unis et en Angleterre. Il n'a pas mieux marché là-bas. En fait, ce que fait ce film est le fruit de la politique de Apple TV, qui est de dire je veux un catalogue de films puisqu'ils n'en ont pas, je veux vite un catalogue de films. Donc Martin Scorsese leur a fait un film de 3h20, Larry Ridley Scott leur en fait un de 4h20 pour la diffusion sur leur réseau. Et puis faites vite, j'ai du fric, je vous en donne, faites ce que vous voulez avec ça, mais il me faut un catalogue. Le résultat, c'est qu'on a un film sur Napoléon qui ne vaut pas tripette, quoi. On sent beaucoup de ressentiment quelque part. Mais... Non, pas de ressentiment, mais c'est un peu décevant, parce que, effectivement, Ridley Scott, c'est quand même un grand réalisateur. Ce fut un grand réalisateur, et on sait qu'il sait tourner les films en costume, etc. Là, je vais vous dire, on peut le dire, les costumes sont impeccables. Bon, voilà. Une fois qu'on a dit ça, je veux dire, il suffit pas, contrairement à ce qu'on croit souvent, il suffit pas de mettre un bicorne et de mettre la main dans son gilet pour être Napoléon, hein, au cinéma. Donc voilà. C'est simplement, vous savez, vous connaissez la chanson de Charles Aznavour, Tu te laisses aller, où à un moment il dit à cette femme qu'on croit qu'il n'aime plus au début de la chanson, il lui dit « Mais si encore tu te taisais ?» mais non, ça serait trop beau. Ridley Scott, il aurait mieux fait de se taire, quoi. C'est-à-dire qu'il a parlé après, au moment des premières critiques. Je crois qu'il vit en France, donc il a dû vraiment être bien au courant de tout ça. Il a dit des choses absolument absurdes. En plus, ils ont laissé diffuser un reportage fait par Brut ou Combini, je ne sais plus lequel des deux, où il visite les Invalides et où on voit Ridley Scott et Joaquin Phoenix se moquer des objets qui sont présentés. On montre à Joaquin Phoenix le chapeau de Napoléon, il dit c'est sûrement un faux parce que les gens trouvent ça dans leur grenier et ils foutent tout ça ici, etc. Enfin voilà, ils sont là, ils rigolent, ça rigole de partout. Bon, on n'est pas obligé d'aimer Napoléon, mais enfin dans ce cas-là, on fait pas de film, quoi. Bon. Est-ce que, quelque part, j'ai envie de dire, pour passer une fin d'année napoléonienne, vous auriez des conseils par exemple, 3 films que vous trouvez particulièrement réussis sur Napoléon, écoutez, voir si jamais ça existe sur Napoléon III aussi. Alors sur Napoléon III, j'en connais pas parce que bon, c'est pas un personnage aussi romanesque que Napoléon Ier. Pourtant, il y aurait des choses à faire. Je pense que les affaires italiennes sont suffisamment, à la fois elles sont compliquées. Il y a des comtesses dans un coin. Il y a le secret avec Cavour, la rencontre de Plombières. Ça serait intéressant à faire. Enfin bon, peu importe. Sur Napoléon Ier, moi d'abord, je conseille aux gens de lire des livres. Parce que finalement, il y en a qui sont bien faits et qui vous font passer un très très bon moment. Je cite toujours le Napoléon et le Bonaparte d'André Castelot, qui vient d'être réédité par Perrin et qui est vraiment un chef-d'œuvre. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être historien ou amateur ou etc. On lit ces livres, on a toute la vie de Napoléon et c'est vachement bien écrit. Les sources sont impeccables. C'est le meilleur livre de loin d'André Castelot, qui en a fait quand même pas mal de bons. Et moi, je le conseille vraiment. Alors, c'est 2 gros livres, mais comme
on a les vacances de Noël, on peut lire 2 livres pendant les vacances. Et si on veut vraiment regarder des films, bien, à mon avis, il faut regarder des films qui prennent un événement de la vie de Napoléon et le développent. Parce que là, on a le temps. Là, on a le temps de travailler les personnages. On n'est pas en train de courir après une vie de 52 ans. Et je cite toujours Monsieur N. Je sais que beaucoup de Napoléoniens n'aiment pas ce film. Moi, je l'aime beaucoup parce que dans une ambiance juste, il y a une histoire un petit peu inventée, enfin pas un petit peu, complètement inventée. Mais Philippe Torreton qui joue Napoléon est très crédible. Tous les entourages sont crédibles. Et par exemple, le grand maréchal Bertrand est joué par Roche Dizem. Le grand maréchal Bertrand était de Châteauroux, il n'était pas de Bab el-Oued. Et pourtant, c'est parfaitement crédible. Tout ça est très bien fait. Enfin, bon, Roche Dizem, c'est, à mon avis, un des plus grands acteurs français, mais enfin, peu importe, je m'arrête ici. Voilà. Et on peut regarder maintenant, grâce à Ridley Scott, on va trouver des tas de qualités au Napoléon de Yves Simoneau, avec Christian Clavier. Alors moi, j'ai toujours dit que Christian Clavier avait été, pour moi, excellent dans le rôle de Napoléon. Bonaparte, il était, à l'époque où il a fait le film, il était un petit peu plus âgé, donc ça se voyait un peu. Mais dans Napoléon, d'abord, il a la même taille, enfin, etc. Et puis, il s'était donné du mal, quoi. Il avait créé quelque chose. Bon, donc voilà, on peut éventuellement voir ça. Et puis, je pense que ceux qui aiment vraiment les grandes fresques, vient de ressortir en Blu-ray le Guerre et paix de Sergueï Bondarchuk, qui est un film donc soviétique, mais qui est vraiment Guerre et paix. C'est-à-dire qu'il faut être russe pour faire Guerre et paix, quoi. Les Américains en ont fait un, c'est un western, mais qui se passe en 1810. Là, on a vraiment... Alors, il est long. Il y a une version de 7 heures, mais on peut le regarder en plusieurs jours. Et là, alors je dirais que, et là, ce que je vais dire va faire hurler certains de nos auditeurs, ça peut même éviter de lire Guerre et paix, tellement le film est bien fait. Vous voyez, vous hochez la tête vous-même, parce que quand même, Guerre et paix, il y a quand même des moments où c'est long. Mais là, le film est quand même très très bien, avec une scène de bataille, enfin, la bataille de Borodino, de la Moscova pour nous les Français, dans ce film, c'est un morceau d'anthologie. Sans effets spéciaux, avec un travelling sur un chemin de fer. Moi, j'ai vu le making-of de ça. C'est extraordinaire. Voilà. Donc, il y a de quoi voir du Napoléon sans aller voir Ridley Scott. Et alors, peut-être aussi de votre côté, tant qu'on était sur les conseils de lecture, est-ce que vous-même, certains de vos ouvrages pourraient aider certaines... Parce que je pense que dans notre public, voilà, il y a généralement des personnes qui ne sont pas complètement néophytes vis-à-vis de Napoléon, vis-à-vis de Napoléon. C'est-à-dire que il y a toujours des repères historiques qui sont connus, etc. Une forme souvent d'admiration intuitive. Est-ce que vous auriez un de vos propres ouvrages? C'est le moment promo pour vous? Oui, c'est mon moment promo, mais j'aimerais vous dire tous. Mais bon, non. Je dirais qu'il y en a 2 que j'aime beaucoup dans les livres que j'ai faits. Le premier, c'est un petit Napoléon qui vient de paraître dans la collection Tempus, il fait 150 pages, même moins, qui est en fait, c'est le texte d'un album Napoléon qui avait été fait il y a une quinzaine d'années, qui n'existe plus, et on a repris le texte, on l'a un petit peu retravaillé pour faire un cours Napoléon. Donc ça, c'est un après-midi, en attendant le passage du Père Noël, on lit ce petit Tempus, ça coûte 7,50 €, donc voilà. Et puis, en fait, j'ai 2 livres que j'aime beaucoup. Un qui s'appelle Napoléon, dictionnaire historique, qui est paru chez Perrin, qui est donc une biographie de Napoléon thématique, c'est-à-dire façon puzzle, comme auraient dit les tontons flingueurs. Et puis, un autre, alors on n'est plus sur Napoléon, mais c'est une biographie de Joseph Bonaparte que j'ai écrit, qui existe aussi en poche. Vous voyez que je suis soigneux du budget de vos auditeurs. Voilà, qui montre l'épopée napoléonienne vue par le frère de Napoléon, qui est un petit peu différent, mais sinon, voilà. Mais que vos auditeurs... Sincèrement, vous voyez, c'est pas, je veux pas faire mon coquet, là, mais ceux qui veulent vraiment commencer bien dans Napoléon, c'est André Castelot. Moi-même, je le recommande tout autant que vous. J'aimerais bien aussi parler... donc, on est revenu à aujourd'hui, voilà, qu'on est un peu sorti de l'histoire.
revenir à la question, une question sur laquelle vous êtes exprimé. Vous êtes un défenseur du patrimoine assumé, et il y a quelque chose que vous ne supportez pas, j'ai envie de dire gentiment, mais c'est voilà, le déboulonnage des statues, et particulièrement celle de Napoléon à Rouen. C'est quelque chose qu'on a pu comprendre qui a le don de vous mettre en rogne, mais... Je voudrais dire, parce que j'ai joué un tout petit rôle dans cette affaire. Ceux qui ont joué un grand rôle, ce sont les gens de Rouen. Notamment toute l'équipe de l'Uni de Rouen, qui a été, franchement, ils ont été formidables. Ils ont été aidés par quelques élus, là les noms viennent de m'échapper, mais bon, peu importe, ils se reconnaîtront s'ils nous regardent. Mais les étudiants ont été formidables. Et quand le maire de Rouen s'est rendu compte quand même que tout le monde lui tombait dessus, parce que quand même, c'était... Enfin, cette statue, elle fait partie du paysage urbain, voilà. Et il a cru qu'il allait s'en sortir par cette espèce de référendum, et où il a pris quand même une raclée. Je vais vous dire, c'est pas grâce à moi, hein, c'est grâce aux gens locaux, parce qu'ils se sont vraiment très très bien battus. La statue a repris sa place aujourd'hui, elle est magnifique. Le maire avait dit il y aura un grand projet, on va tout réorganiser devant la mairie, etc. Rien n'est fait, rien ne sera fait, je vous le garantis. C'était l'excuse pour enlever la statue de Napoléon. Quant à la statue de Gisèle Halimi, elle n'est toujours pas à la place qui devrait lui avoir été choisie. Vous savez qu'on voulait la mettre à la place de Napoléon. La grande question était de savoir si on ferait, comme pour Napoléon, une statue équestre de Gisèle Halimi, mais là, on n'a pas eu la réponse. Et alors effectivement, c'était une bataille que vous avez gagnée. Voilà, de façon générale, on sait que l'ère est justement à la déconstruction des idoles, voilà, pourrait-on dire. Mais voilà, ce déboulonnage de statues, j'ai envie de dire, pour aborder la question presque historiquement, on sait que, comme le veut le proverbe, voilà, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Est-ce que c'est pas tout simplement à ça qu'on assiste, c'est-à-dire que voilà, il y a une certaine gauche parce que je crois qui a gagné à certains endroits, et elle écrit ou elle réécrit l'histoire. Est-ce que vous savez, ils n'ont pas gagné du tout, et vous êtes quand même un de ceux qui combattent pour éviter que cette victoire se passe sans qu'on se soit défendu. Je crois que le bicentenaire de 2021 a prouvé exactement le contraire. C'est-à-dire que à partir du moment où on explique un peu aux gens, qui sont pas idiots, c'est-à-dire tout ce qui est en dessous de la superstructure, puisqu'on est marxiste aujourd'hui, la superstructure médiatique, administrative et politique, quand vous allez en dessous, les gens ils n'ont pas envie qu'on touche à Napoléon. Et quand vous allez leur expliquer, que vous allez leur dire, ben voilà, on dit effectivement il a rétabli l'esclavage, aucun doute, pas de problème, c'est pas bien. Simplement, c'est de l'histoire, on va vous expliquer comment ça s'est passé. Les gens comprennent ça très très bien, y compris d'ailleurs des descendants d'esclaves, j'en ai vu des tas. Voilà. Bon. Les statuts de la femme, vous leur expliquez, etc. Les gens se rendent bien compte qu'il y a 200 ans, on pouvait pas voir Madame Sandrine Rousseau au corps législatif. Bon, c'était pas possible. Bon. Maintenant, c'est devenu possible, donc ça montre que le monde évolue. Et donc voilà, je crois que le bicentenaire de 2021, il a été en matière patrimoniale, historique, mémorielle, tout ce que vous voulez, ça a été une vraie victoire de gens qui n'ont pas envie que, comment dire, les choses sur lesquelles nous sommes assises soient détruites, quoi. Voilà. D'autres victoires sont à obtenir dans d'autres domaines, mais dans celui-là, Napoléon, c'était trop gros pour ces gens-là. Vous comprenez ? Ces gens qui ne... Quand on s'attaque à Colbert, etc., les gens ont une vague idée de Colbert. Bon, Napoléon, c'est quand même, il est partout. Et comme a dit Emmanuel Macron, il est une part de nous. Eh bien, voilà, les gens, ça, ils l'ont intégré. Ils l'ont intégré. Donc, c'est pas... C'est trois pelés, trois tondus qui ne connaissent rien à Napoléon, qui ne connaissent que des slogans. Une fois qu'ils ont énoncé leurs slogans, ils n'ont plus rien à dire. On l'a vu quand on a débattu avec eux, ils n'y connaissent rien. Donc, les gens ne sont pas idiots, ils se sont rendus compte de ça. En plus, il y a eu tellement d'émissions que personne n'est passé à côté du débat en 2021. Donc voilà, c'est trop gros, on peut pas... Voilà, alors je veux dire, peut-être qu'ils vont sortir ça un peu comme une provocation, donc ils vont revenir, mais qu'ils reviennent. Napoléon, c'est pas de leur niveau, quoi. Vous comprenez, il y a quand même une petite différence entre Napoléon et les personnes qui aujourd'hui essayent de donner des leçons sur ce sujet, quoi. Ils connaissent rien. Il y a
ce moment un député, je ne sais plus comment s'appelle-t-il, monsieur Léaumont, là, Léaumont, oui, tout à fait. qui sans arrêt sort des références historiques. Alors je ne sais pas pourquoi, peut-être il est prof d'histoire, j'en sais rien, mais enfin à chaque fois il tape à côté de la plaque. C'est-à-dire qu'il doit prendre l'almanach, je ne sais pas quoi, peut-être pas Vermeaux, mais un almanach historique quelconque, puis aller chercher des exemples, quoi. Voilà, l'histoire, c'est pas... alors je sais bien. En matière politique, de temps en temps, on peut utiliser des arguments qui sont un petit peu à côté ou qui sont un petit peu tirés par les cheveux. On peut pas mentir à ce point, quoi. C'est pas les gens ne sont pas idiots. C'est ce que oublient certaines de nos élites à certains moments. Nous avons passé 200 ans à éduquer la nation. On est tous allés à l'école, on a tous lu des livres, on est tous capables de comprendre ce qu'on nous dit et de voir quand on nous dit un mensonge. Tout le monde le voit. Et ils font comme si on était une bande d'abrutis. Ah non, ça marche pas, quoi. Il y a beaucoup aujourd'hui de personnes qui, dans le monde politique, vont se réclamer de telle ou telle personnalité historique. Vous parlez d'Antoine Léaumont, j'y pense aussi, lui se réclame de Robespierre. Ouais. À côté de ça, effectivement, on peut avoir de l'autre côté du champ politique un Éric Zemmour qui va se réclamer, lui, de Napoléon et de Charles de Gaulle. On va avoir, dans toute la... même Georges Kuzmanovic, un souverainiste lui aussi, qui va se réclamer de Napoléon III, régulièrement. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez, justement, du fait de se placer dans une filiation historique pour incarner un programme politique aujourd'hui? Écoutez, moi je dirais pourquoi pas. Hein. Maintenant, il faut faire attention à ce qu'on dit aussi, que ce soit pour ceux qui se réclament de Napoléon Ier ou de Napoléon III ou de Robespierre. Il y a quand même une vraie histoire derrière tout ça, hein. Donc qui s'explique. Je veux dire, si monsieur Léaumont qui veut être Robespierre, ouais. Bon, s'il veut être Robespierre, il faut quand même qu'il assume tout l'héritage, hein, qui est pas non plus. Enfin, je veux dire, c'est pas Saint-Maximilien, hein, c'est quand même autre chose. Napoléon III, Napoléon Ier aussi, hein, je veux dire, il y a des nuances à avoir. Maintenant que de l'histoire, on tire un certain nombre de leçons sur la complexité des choses, moi là, je suis complètement d'accord, parce que vous savez, il a récemment, alors excusez, on parle beaucoup de lui, malheureusement, on devrait pas, parce que ça le fait connaître, mais monsieur Léaumont a parlé de l'édit de Caracalla la dernière fois. Je sais pas ce qu'il lui a pris. Hein. Bon, enfin, peu importe. Mais attendez, c'est pas juste faire des. Enfin, il pourrait aussi aller chercher dans le dictionnaire les mots difficiles. Pour donner un peu de contexte aux auditeurs, effectivement, en commission des lois sur l'immigration, il avait parlé de l'édit de Caracalla, donc de 212, je crois, dans l'Empire romain, qui accordait la citoyenneté à tous les membres tous les habitants de l'Empire romain. Oui. Bon, écoutez. Pourquoi pas? Moi, je suis pas un spécialiste de l'édit de Caracalla, mais enfin, ce qu'on m'en a raconté après montre qu'il a un petit peu tapé à côté de la plaque, mais enfin, peu importe. Faut faire attention. Et surtout, ne jamais sous-estimer ses contemporains. Alors, je sais bien que dans certains milieux, ils n'ont même pas su qu'il avait parlé de l'édit de Caracalla, mais il y a quand même un moment où, à force d'utiliser des arguments non crédibles, on devient totalement non crédible, quoi. Voilà, il y a des questions qui ont à se résoudre dans le présent. Alors qu'après, on soit inspiré, qu'on soit conscient des complexités, etc., c'est autre chose. Et ça, l'histoire nous y aide. C'est vraiment l'outil idéal, quoi, pour comprendre que les choses ne sont pas aussi simples, quoi, que au Café du Commerce, etc. Après, il faut... D'ailleurs, je profite de votre invitation pour vous dire que la Fondation Napoléon... Alors, c'est pas moi qui vais diriger cet organisme, mais nous créons à partir du mois de janvier ce qu'on va appeler l'Observatoire Histoire et Vie Publique, où on va à la fois avec une université partenaire, avec d'autres fondations partenaires, recenser, analyser toutes les utilisations de l'histoire dans la vie publique. Non pas pour arbitrer, non pas pour dire il avait raison, il n'avait pas raison, mais pour avoir des éléments. Par exemple, l'édit de Caracalla, on aurait appelé notre spécialiste de l'Antiquité en lui disant « Écoute, fais-nous 15 lignes là-dessus, quoi, parce que tout le monde va en parler, il faut qu'on ait un petit quelque chose. » Et puis on va essayer aussi d'étudier la façon dont les gens s'intéressent à l'histoire, comment ils l'apprennent, etc. Parce qu'il faut dire aussi que les outils ont beaucoup changé. Hein. Moi, quand j'étais petit, c'était il y a très longtemps, on lisait des livres. Bon.
éventuellement, on avait droit à une émission de télé sur la 2e chaîne une fois par semaine. Bon, aujourd'hui, on peut être partout. Hein, on peut être dans la poche des gens, dans le métro. On voit bien les gens regardent des petits films, des choses comme ça. Alors, c'est pas toujours des films d'histoire, mais ça fait partie des vecteurs. Il faut qu'on arrive à savoir. Alors on commence à bien le savoir parce que tous ces réseaux, toutes ces techniques vous donnent des outils statistiques qui vous permettent quand même de bien voir comment dire que les gens au bout d'une minute 42 bon ça commence déjà un peu à lâcher, donc ça veut dire qu'il faut qu'on essaye de leur expliquer des choses compliquées en 1,42 en leur disant si vous voulez en faire 10 minutes il y a le film juste à côté, donc vous gênez pas. Bon, enfin tout ça c'est quelque chose qu'on a envie de travailler parce qu'on s'est rendu compte pendant le bicentenaire napoléonien que le public mûr, 40, 60, 10 ans et au-delà, il n'a pas de problème. Lui, il arrive à s'informer sur l'histoire. Le public en dessous, en âge, il est intéressé. Moi, je le vois bien. Quand on parle avec des jeunes, on en voit beaucoup à la Fondation Napoléon. On voit bien que dès que vous leur expliquez quelque chose, ça les intéresse. Voilà, c'est comme ça. Donc, il faut essayer d'attirer les gens vers cette complexité avec des outils simples. C'est là que c'est pas très facile, donc on va se regrouper avec d'autres fondations, avec des organismes, pour essayer de faire quelque chose qui un jour volera sans doute de ses propres ailes. Pour le moment, c'est la Fondation Napoléon qui l'abrite parce qu'on a des locaux et on a un peu plus de moyens que les autres, mais on va essayer de créer cet observatoire qui, à mon avis, sera très utile parce que il n'y a pas besoin d'un juge de paix dans ce domaine-là, mais il y a besoin d'un endroit où on peut aller s'informer. Voilà. Donc voilà, je sais bien que tout le monde doit donner à Livre Noir, mais s'ils veulent donner à la Fondation Napoléon pour soutenir cet observatoire, ils seront les bienvenus. Eh bien écoutez, effectivement, c'est la fin de cet entretien, Thierry Lens. C'est effectivement, à ce moment-là, on va effectivement inviter nos auditeurs à soutenir la Fondation Napoléon pour ce projet qui rejoint finalement le nôtre, qui est de l'information, mais historique cette fois-ci. Et puis, merci beaucoup Thierry Lens. Merci à vous. Chers amis, je suis très heureux de vous annoncer la sortie du nouveau magazine Livre Noir en kiosque est déjà disponible sur notre site www.livrenoir.fr. Ce second numéro, nous l'avons intitulé « Une terre, deux peuples ». Il nous a conduit à mener des enquêtes dans les cités de Marseille, au cœur du trafic de drogue et des zones de non-droit, dans la prison des Baumettes, où sont enfermés les principaux caïds, à Londres, au cœur des manifestations pro-Palestine, avec ses prières de rue et ses marches au cri d'Allah Akbar, en Israël, près de la bande de Gaza ou en Arménie, tous deux confrontés à une nouvelle guerre de civilisation, également sur les routes de la drogue, d'Anvers et les bouleversements démographiques qui bouleversent l'Europe et la France, de Cologne à Roubaix, en passant par la Cité de la Monnaie, à Moran-sur-Isère. Avec une question sur toutes nos lèvres, que nous avons posée aux nombreux membres du renseignement, de la sécurité intérieure ou des forces de police que nous avons rencontrés en off pour cette enquête inédite. L'affrontement de ces deux peuples est-il possible? Quelles étapes demain en cas de nouvelles émeutes? Sommes-nous prêts? Quel est le plan en cas d'émeutes aggravées? Que se passera-t-il enfin en 2024 avec le défi sécuritaire des Jeux Olympiques? Et ce que nous avons découvert est glaçant et inquiétant. Depuis les émeutes de juin dernier, la France a basculé dans une nouvelle phase de violence. Avec les pillages, la haine anti-police, la France a découvert que le mal ne rongeait plus uniquement les banlieues du 93 ou de Marseille, mais touchait désormais de nombreuses petites villes, réparties sur l'ensemble du territoire. Les cités ne sont plus en vase clos, elles s'exportent désormais dans les villages environnants, dans une perspective de conquête de territoire, comme nous l'avons malheureusement vu cette semaine. Fruit de 40 années d'immigration massive, notre société a produit de jeunes racailles issus de l'immigration de 16, 17, 18 ans de nationalité française, qui faisaient de la haine anti-France un moteur. Cette haine, cette deuxième société, a causé de nombreux morts, dont celle plus récente de Thomas, frappé dans le petit village de Crépol par une bande de jeunes de cité comme on dit. Aujourd'hui, sur une terre, il y a désormais deux peuples. Alors qu'ils n'ont pour certains connu que la terre de France, ils refusent d'avoir les mêmes martyrs. Alors qu'ils enterrent leurs morts sur le même sol que nous, ils veulent leur propre cimetière. Il y a un peuple qui pleure sa petite sœur assassinée, ses bébés attaqués au couteau, sa fille traînée sous une voiture, ses professeurs égorgés. Il y en a un autre qui pleure son petit ange, ces jeunes des quartiers, ces victimes du racisme. Qui parmi nous eut une larme pour Ziad Ebouna? Qui parmi eux en eut une pour Lola? Alors pour nous soutenir et recevoir votre magazine chez vous,
la veille de sa parution en kiosque, je vous invite d'ores et déjà à commander ce numéro exceptionnel en ligne sur notre site www.livrenoir.fr. Merci à tous de votre soutien. On espère que ce numéro vous plaira. À très bientôt.